Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Pierre-Olivier, merci d'avoir accepté l'invitation au Dental Forum. Laurent, je crois que c'était important pour vous d'avoir le président du principal syndicat de chirurgiens dentistes pour parler de cette convention dentaire. Oui, et un peu plus que la convention dentaire, je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on avait prévu avec Pierre-Olivier. En tout cas, moi, je veux le remercier parce qu'en effet, je sais qu'il avait d'autres engagements et qu'il est parti un peu tôt de sa réunion pour nous rejoindre. Et c'est quand même très, très sympa de sa part. En effet, moi, je trouve que et il a vu cet événement des prothésistes dentaires. On travaille tous ensemble. On en a parlé hier de la filière dentaire. On travaille avec les distributeurs qui sont là. On travaille avec les assistantes. Et puis, bien sûr, les praticiens qui sont les prescripteurs et avec qui nous travaillons au quotidien et nous avons besoin d'échanger. Alors, ça s'appelle la conférence politique, mais c'est de la politique professionnelle. Il le sait bien. On se rencontre de temps en temps. On a des sujets, bien sûr, à partager. Peut-être qu'on a quelques divergences ou quelques petits trucs à voir ensemble, mais généralement, on arrive quand même à s'entendre et on sait bien qu'on a besoin l'un de l'autre, les uns des autres pour avancer. Et c'est de ça aussi dont on veut parler aujourd'hui ensemble. Et je le remercie encore beaucoup d'être ici avec nous pour entamer non pas ce débat, mais Ces échanges. Alors Pierre-Olivier, qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle convention dentaire signée entre la Sécurité sociale et les chirurgiens dentistes? Eh bien, d'abord, bonsoir à tous. Merci Laurent, merci au Conseil national de l'UNPPD de m'offrir l'espace pour essayer de vous donner un petit aperçu de l'impact de cette convention sur l'ensemble de la branche dentaire. Et j'insiste bien, c'est un impact qui concerne évidemment en premier lieu les chirurgiens dentistes libéraux, mais aussi l'ensemble de la filière dentaire. Et en quelques minutes, Non, allez, minutes. même. J'espère pouvoir vous démontrer tout l'impact que ce contrat conventionnel est en capacité d'influer considérablement sur les conditions socio-économiques d'exercice de notre profession. Alors, quelques mots sur le syndicat que je représente. D'abord, les chirurgiens dentistes de France, c'est 10 000 adhérents. 10 000 adhérents, c'est le premier syndicat de chirurgiens dentistes en nombre d'adhérents et c'est aussi le premier syndicat médical français. À savoir que le syndicat de médecins le plus nombreux a 4 fois moins d'adhérents que les CDF. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a ça donne beaucoup de droits au sens de l'assurance maladie parce que nous négocions des conventions avec un autre syndicat représentatif qui s'appelle la FSDL. Nous sommes que 2 syndicats représentatifs, il y en avait 3 précédemment. Et puis, ça donne aussi beaucoup de devoirs parce que c'est toute une profession qui est dans l'attente de ce texte conventionnel qui régit, n'est-ce pas, les rapports entre les professionnels libéraux, les chirurgiens dentistes libéraux et l'assurance maladie. Alors, une convention, c'est un contrat. Alors, vous en connaissez des contrats, vous en avez de multiples dans votre exercice professionnel et celui que nous signons avec l'assurance maladie est un petit peu particulier parce que c'est un contrat tripartite. Il y a l'assurance maladie, que vous connaissez bien, la Sécu, et puis on a aussi l'assurance maladie complémentaire qui fait partie intégrante de la négociation et puis enfin les chirurgiens dentistes libéraux. Alors, vous connaissez l'histoire du couple à 3 ? Oui. Comment ça se passe d'habitude? Vous savez, voilà, il y en a un il y en a toujours un dans le placard, etc. Voilà. Bon, eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Belle métaphore. Alors, sachez que l'année dernière, vous savez, on avait obligation de négocier cette nouvelle convention. Alors, pourquoi? Parce que le syndicat que je ne représente pas, le syndicat concurrent, avait choisi en 2022 déjà, de s'opposer à la tacite reconduction de la convention qui avait été signée en 2018. En clair, s'il n'avait rien fait, on continuait avec la convention de 2018 qui était relativement satisfaisante et on continuait à la faire évoluer par voie d'avenant conventionnel. Ce syndicat ayant choisi de dire non, on n'en veut plus, nous étions obligés de renégocier.
Alors, qu'est-ce que prévoit la loi dans ces cas-là? Elle dit qu'on prend la date de fin de la convention, c'était le 25 août précisément, on enlève un mois, on commence le 25 juillet, et on calcule 6 mois avant. Mais on a quand même obligation de s'arrêter un mois avant la date butoir. En clair, vous avez moins de 6 mois pour négocier une convention. Ça, c'est la théorie. En pratique, on a commencé avec 3 mois de retard. En avril 2023, on nous convoque, le 14 avril précisément, pour nous dire, voilà, on se met autour de la table, assurance maladie obligatoire, complémentaire, et professionnels libéraux, chirurgiens-dentistes libéraux, pour négocier un texte conventionnel. Un texte conventionnel, en moyenne, c'est 200 pages. D'accord? Et là, on part de zéro. From scratch, comme on dit en informatique. Là. Il y a beaucoup d'informaticiens là parmi nous ce soir. From scratch, et on part de zéro. Alors, on part pas tout à fait de zéro, parce que la convention de 2018, vous savez qu'elle a une petite particularité. Rappelez-vous, c'est le 100% santé. Et je crois pouvoir vous dire que tous ici, nous en avons bénéficié. Et moi, le premier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, effectivement, le 14 avril, nous commençons à négocier. Tout se passe bien. Et pendant 2 mois, je vous assure qu'on ne parle pas d'argent. Pas un mot sur les milliards d'euros qu'il va falloir mettre en place au niveau des assurances maladies obligatoires et complémentaires. Pendant 2 mois, il ne se passe rien. On parle de choses très, très intéressantes, mais on ne parle pas des choses qui fâchent. Et puis, il s'est passé un truc l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 15 juin, il y a eu une annonce gouvernementale particulièrement impactante qui a dit, eh bien, dorénavant, l'ensemble des actes dentaires seront soumis à un ticket modérateur de 40%, alors qu'ils étaient soumis à un ticket modérateur de 30%. Alors vous allez me dire, ça ne change rien. Pour le dentiste, ça ne change rien, effectivement. Un peu quand même. Parce que dès lors que vous voyez que la part complémentaire augmente considérablement, on a déjà un financeur principal du dentaire à plus de 45%, qui est l'assurance maladie complémentaire. Les complémentaires vont prendre un rôle encore plus important. Et puis, petit détail technique, pour elles, passer de 30 à 40%, c'est, d'après l'assurance maladie obligatoire, c'était 500 millions d'euros. Calcul fait, ils étaient plutôt entre 800 et 900 millions d'euros supplémentaires. Alors, quand on négocie avec quelqu'un, et que ce quelqu'un se voit au milieu de la négociation opposé ou imposé par l'autre, la tierce partie, 900 millions dans la musette, vous imaginez que la négo devient un petit peu compliquée. Alors, ça aurait pu s'arrêter là. Et puis, il s'est trouvé que on s'est dit, ça vaut peut-être le coup de tenter d'aller jusqu'au bout. Et c'est précisément ce qu'on a réussi à faire en un délai extrêmement court, puisqu'en un mois de temps, là, pour le coup, on a parlé gros sous, et on a réussi à obtenir un fait majeur, c'est que les 2 syndicats représentatifs de la profession ont signé le texte conventionnel. Ce texte conventionnel, il est fondé sur 2 principes. Un qui vous concerne moins, filière prothésiste, qui est celle de la prévention bucco-dentaire, encore que l'objectif final, soyons clairs, pour l'assurance maladie, on se le rappelait avec Laurent l'autre jour. Vous savez, quand on a vu la première fois le texte de l'assurance maladie, puisqu'on parlait de ça depuis quelques temps, et ils intitulaient la slide pour une génération sans prothèse. Bon sang me fait qu'un... Bon sang. Forcément, on n'était pas d'accord. Vous avez avalé de travers, j'imagine. Mais moi non plus, j'étais pas d'accord. La preuve, c'est qu'immédiatement, je réponds avec l'assurance maladie. Votre titre, c'est bien, parce qu'il faut quand même leur dire toujours que c'est bien. Mais une génération sans carie, ça serait quand même mieux. Je reçois 10 secondes après, je vous assure, j'ai les chiffres, 10 secondes après... C'est validé. Adopté. Voilà. Donc, la génération sans prothèse est devenue la génération sans carie. Alors, cette génération sans carie, elle a pour ambition, effectivement, de considérer que les 3-24 ans sont désormais 3-24 ans et ça va augmenter d'une année chaque année. Donc, 3-24, si vous voulez, cette année, 3-25 en 2025, 3-26 en 2026, vous comprenez le principe. Et pour cette génération, nous allons avoir un effet massif d'amélioration des conditions tarifaires des soins conservateurs, essentiellement, pour, à terme, effectivement, et de la prévention au sens large du terme, avec de nouveaux actes, etc., pour viser à l'échelle d'une génération. Donc, moi, je ne serai plus là pour le voir, probablement, en tant que professionnel, pour voir, effectivement, des chiffres de prévalence carieuse diminuer. Alors ça, c'est clair, soyons clairs, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt, ça a effectivement pour vocation, un jour, de diminuer l'ensemble des besoins en soins
bucco-dentaires, quels qu'ils soient, de soins conservateurs, chirurgicaux et prothétiques, évidemment. Alors cette convention, elle a ciblé, si vous voulez, elle a fléché un budget qui s'élève à 613 millions d'euros sur 5 ans. Alors 613 millions d'euros, vous allez me dire, c'est beaucoup. Alors sachez que la précédente, elle avait en 2018 chiffré à 287 millions d'euros l'impact positif pour les chirurgiens dentistes de la période 2018-2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai amené quelques chiffres et j'ai amené mon anti-sèche ici. J'ai pris l'adresse, qui sont les comptes de la santé, et je regarde ce que nous dit l'adresse. Alors, figurez-vous qu'en 2010, l'ensemble des honoraires des chirurgiens dentistes, c'est-à-dire ceux avec quoi ils payent leurs prothésistes, s'élevait à 10 milliards d'euros. 2010, 10 milliards d'euros. Rappelez-vous, le chiffre, c'est extrêmement important. En 2012, l'adresse nous dit 10 milliards et demi. Et en 2018, on est à 11 milliards et demi. Donc, vous avez vu la progression, en gros, à peine 1 milliard en un peu plus de 8 ans. La convention de 2018 instaure ce 100% santé. On en dira ce qu'on voudra, c'est pas l'objet de notre débat ce soir, mais le 100% santé a un impact extrêmement favorable sur l'accès aux soins prothétiques. Et nous nous retrouvons donc 2018, 11 milliards 5, 2022, avant la fin de la convention, 13 milliards 5. 13 milliards 5. Ça veut dire qu'en l'espace de 4 ans, on a déjà progressé de plus de 2 milliards. Aujourd'hui, on est à plus de 14 milliards. L'effet convention est massif. L'effet convention, il profite aux chirurgiens dentistes. Là non plus, je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt, mais il profite à tout le monde ici. Tout le monde. Clairement, tout le monde. Parce que c'est cet argent-là qui ruisselle sur l'ensemble de la filière. Et c'est bien comme ça qu'est construit le modèle économique. Voilà ma démonstration, elle vaut ce qu'elle vaut. J'essaye d'éluder un petit peu les questions, je dirais, hors les questions macroéconomiques, puisque il faut bien comprendre que c'est vraiment la convention dentaire, le contrat conventionnel, qui a fait croître le marché dentaire de façon assez phénoménale. Et vous avez compris que les détracteurs de 2018, les pourfendeurs de la convention en 2018, ceux qui disaient « puis que prendre ?» de mon syndicat qui avait osé signer une convention mortifère, ils annonçaient la mort du petit cheval. C'était la mort de la profession dentaire, c'était la mort des prothésistes. Vous alliez tous faire faillite. Moi, j'ai pas entendu de vague de faillite chez les chirurgiens dentistes. C'est dur quand même. C'est dur. Ça a eu payé. C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile. Mais en tout cas, le scénario catastrophe prédit en 2018 n'a pas eu lieu, à tel point qu'effectivement, les chiffres représente une fonction affine extrêmement pentue. Et je vous prie de croire que du côté de Bercy ou de l'assurance maladie, on regarde cette progression de façon extrêmement attentive aussi. Et ça, c'était l'enjeu de l'année dernière. Et là, pour le coup, sachez que cette convention qui prévoyait en 2018, rappelez-vous, 287 milliards d'euros, 200 millions d'euros, pardon, a fait 2 milliards et demi. Celle de 2023 est prévue pour 685 millions d'euros. Voilà. Après, je vous fais la règle de 3 que vous voulez. Moi, j'espère que ça progressera de la même manière. Alors, est-ce que c'est une vérité mathématique? Absolument pas. Absolument pas. Et quel est l'impact réel, puisque c'est ça que vous attendez, et vous avez bien raison, quel est l'impact de cette convention pour les prothésistes dentaires? Alors, il y a 2 bonnes nouvelles. Il y en a une assez moyenne, puis il y en a une pas bonne. Vous voulez que je commence par laquelle? La moyenne. Pas bonne, la moyenne. On voit les optimistes ou les pessimistes. Alors là, j'ai une pessimiste là, elle m'a dit commencer par la mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle. Moi, je veux bien commencer par la mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un syndicat concurrent. Non, c'est pas la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce syndicat concurrent a considéré que dans l'arsenal thérapeutique, il y avait un acte qui était suranné, dépassé, obsolète et qui devait être supprimé au remboursement, qui s'appelle l'INLECOR. Voilà, ça c'était le combat porté par la FSDL. Évidemment, moi je suis directeur de l'assurance maladie, j'entends ça, je lui dis mais bon, mes chers amis, venez donc, on va discuter de ça, vous voulez supprimer le remboursement de l'INLECOR et ça fait un paquet de millions d'euros, je prends. Et l'assurance maladie a pris. Alors ça s'est traduit par une décision qui va faire diminuer ce qu'on appelle la base de remboursement.
de façon assez drastique, puisque actuellement, la base de remboursement d'un INLECOR pour l'assurance maladie obligatoire, c'est 90 €, et qu'elle va passer progressivement de 2026 à 2028 à 70, 65 et 60 €. Et au niveau des honoraires qui sont plafonnés, vous savez, actuellement, un chirurgien-dentiste ne peut pas plafonner, en tout cas, est plafonné dans deux paniers, le panier reste à charge zéro, le panier maîtrisé, au niveau de son INLECOR à 175 €, et ça va passer progressivement à 150, 140 et 130 €. Donc là, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Attendez-vous à ce que vos clients chirurgiens-dentistes vous disent là, camarade, il va falloir qu'on trouve une solution pour réduire les coûts sur l'INLECOR. Vous avez bien compris que je n'étais absolument pas partisan de cette disposition. Et ça, c'était plutôt la mauvaise nouvelle. Et alors la moyenne? Alors la moyenne, allez, je la garde pour la fin. Je vais vous donner quand même les bonnes nouvelles, parce que moi, j'aime bien porter les bonnes nouvelles. Alors les bonnes nouvelles, c'est, vous savez qu'il n'y avait pas, enfin vous le savez, vous ne le savez pas, mais il n'y avait pas dans le panier reste à charge zéro, qui est le panier évidemment essentiel pour tous les Français en termes d'accès aux soins prothétiques, il n'y avait pas d'offre esthétique en postérieur, il n'y avait pas d'offre esthétique au-delà de la deuxième prémolaire. Eh bien, au détour de quelque chose dont on parlera peut-être tout à l'heure, et notamment du fait de la réduction de l'utilisation du métal, il a été acquis d'obtenir le remboursement des couronnes zircones en postérieur, c'est-à-dire au-delà de la deuxième prémolaire. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que ça s'associe à deux choses. D'abord, une augmentation des plafonds en 2026. Ça, j'insiste beaucoup. C'est pas demain matin, c'est pas aujourd'hui, c'est à partir de 2026. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que lorsqu'on parle de millions d'euros en termes de remboursement complémentaire, on est sur une perspective qui doit évidemment s'inscrire dans la durée. Et c'est à partir de cette date du 1er janvier 2026 qu'on aura une offre esthétique, c'est-à-dire une zircone molaire, qui sera prise en charge actuellement, elle est dans le panier modéré, et elle passera dans le panier reste à charge zéro, c'est-à-dire que tous les Français qui ont un contrat responsable, c'est quoi? C'est une disposition dans le contrat complémentaire qui fait que le contrat respecte un certain nombre de règles, notamment liées au dépassement chez le médecin, etc., ce qui l'exonère d'ailleurs d'un certain nombre de taxes et qui permet donc l'accès à ce panier reste à charge zéro. Et cette offre esthétique en postérieur sera honorée au même niveau que l'offre esthétique en antérieur. Je vous fais pas le dessin, je vous laisse imaginer ce que ça donne en perspective de marché. Vous imaginez bien, et ça, on va le dire doucement, on va faire semblant, on va considérer que l'assurance maladie l'entendra pas, mais vous leur direz pas, d'accord? Non, voilà, vous leur direz pas. Mais alors que, évidemment, tout ce qui ressemble à une couronne métallique en postérieur pourrait bien rapidement disparaître. Alors ça, évidemment, l'assurance maladie, vous pensez bien, ils y ont pensé. Ils vont très largement surveiller les praticiens dans leurs usages, on va dire, de cette disposition. Et si toutes les couronnes métalliques disparaissent dans l'année 2026, il y a de fortes chances que le praticien en question ait relativement quelques ennuis avec l'assurance maladie obligatoire. Toutefois, vous comprenez bien que c'est la fin de la couronne coulée métallique, sauf dans ces indications très particulières. Et je ne suis pas un pourfendeur du métal, vous l'avez bien compris, et qu'elle conservera ses indications, certes limitées, mais qu'elle conservera ses indications. Toutefois, vous avez compris aussi que la couronne zircone sur molaire deviendra probablement une offre de marché, si on va dire comme ça, on va parler comme les marketeurs supplémentaires, et donc une croissance du marché zircone assez considérable. Deuxième bonne nouvelle, c'est que le bridge 3 éléments en zircone sera lui aussi en reste à charge zéro à partir de janvier 2026. Et il sera honoré, ça vous intéresse moins, mais à 1 359,60 € pour le chirurgien dentiste. Alors c'est un honoraire plafond opposable, c'est-à-dire que le chirurgien dentiste il ne peut pas dépasser, n'est-ce pas? Voilà. Mais pour autant, dès lors que vous augmentez en volume, vous savez, il y a deux stratégies de marketing si vous voulez faire croître votre marché. Soit vous augmentez la valeur unitaire, ce qu'Adam Smith parlait d'unité marginale de consommation et de valeur ajoutée économique, ou bien vous augmentez votre zone de chalandise et vous augmentez vos volumes. Et là, en l'occurrence, on va avoir probablement une augmentation assez spectaculaire de volume. Et c'est, dernier point, une convergence entre le reste à charge zéro et un autre panier
que vous connaissez encore moins, enfin encore que vos clients praticiens vous en ont souvent parlé. C'est le panier qui est le résultant de la fusion de la CMU et de la C2S, et de l'ACS, qui s'appelle donc désormais la C2S. Et ce panier C2S, c'est un panier qui était particulièrement mal honoré. Et donc, évidemment, vous aviez une pression économique de nos clients en disant attends, moi, je suis obligé de faire un traitement complexe à mon patient et je suis obligé de le faire à un tarif indécent. Faut qu'on fasse quelque chose au niveau... Voilà. Eh bien, désormais, sachez-le, il va y avoir une convergence entre les actes qui sont inclus dans le panier reste à charge zéro et le panier C2S sur une durée de 4 ans. Mais dès 2026, la couronne zircone en postérieur sera honorée au même niveau que ce que je vous ai indiqué précédemment. Vous avez vu là aussi la perspective de marché que ça offre. Voilà pour les aspects conventionnels et à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. C'est bien parce que je vous pose une question et la réponse fait 25 minutes, donc moi, je suis vraiment en vacances. C'est pratique. Et moi aussi, d'ailleurs. Et Laurent aussi, mais peut-être... Je voudrais savoir si vous partagez le point de vue. Mais le bon côté des choses, c'est que Pierre-Olivier sait répondre aux attentes des prothésistes dentaires parce qu'il s'est bien mis dans le jeu et il savait ce qui nous intéressait. Il nous a pas parlé de ce qui nous concerne pas. Et ça, c'est bien. Il y a un petit truc qu'on n'a pas dit, Pierre-Olivier, c'est et la prothèse amovible dans tout ça. Eh bien, ça, c'était la moyenne nouvelle. Alors, mea culpa, moi, c'est une responsabilité que je porte, c'est-à-dire qu'il a fallu, à un moment donné, faire des choix économiques extrêmement rapides, vous l'avez compris, dans une négociation qui est le record du monde de négociation de vitesse, de négociation d'une convention, il n'y a pas plus rapide que nous. Demandez aux médecins, là, vous en entendez parler, vous avez vu, en ce moment, toutes les chaînes de télé et de radio, etc., parlent de la convention médicale. Ils sont en pleine panade, ça se passe très, très, très mal pour mes amis médecins. Eh bien, ça aurait pu très mal se passer pour nous aussi si, avant le 25 juillet, nous n'étions pas arrivés à cet équilibre économique. Et dans cet équilibre économique, il y avait quelque chose auquel je tenais tout particulièrement, c'est le panier maîtrisé. Alors, qu'est-ce que c'est que le panier maîtrisé du 100% santé? C'est que le tarif est plafonné pour le chirurgien dentiste, mais le remboursement de la complémentaire, il est tout à fait libre. Ça peut aller de 0 à l'idéal, 100% de ce tarif. Mais en moyenne, sachez-le, les complémentaires remboursent moins bien le panier maîtrisé qu'elles ne remboursent le panier libre. Alors pourquoi elles font ça? Bien, c'est un jeu de concurrence sur le marché, de segmentation du marché. Si moi je m'appelle, allez, je vais dire n'importe quoi, Monsieur Groupama ou Monsieur Massif, et que j'ai envie de tacler Monsieur AXA, je regarde comment AXA rembourse son panier libre et je fais de la pub en disant bon couronne dentaire céramo-céramique, c'est-à-dire stratifié sur zircone ou sur disilicate. Je les rembourse à 600 € ou 700 €. Et tout ça, je mets ça dans une pub qui est alambiquée au possible pour que personne ne comprenne, même le chirurgien dentiste. Ça veut dire que clairement, on a une grande opacité sur les garanties offertes par les complémentaires et que ce panier libre est globalement mieux remboursé que le panier maîtrisé. Et dans le panier maîtrisé, qu'est-ce qu'il y a? Les stélites. Les stélites. Alors, on a deux problèmes avec les stélites. Il y a un dont on va parler après, c'est le chrome cobalt. Et ça, vous le connaissez certainement mieux que moi encore. Et puis, ce second problème, c'est les tarifs absolument indigents du panier maîtrisé concernant les stélites. Alors, je peux vous dire que début juillet, j'ai pas beaucoup dormi. Les nuits étaient très très courtes. Le dialogue avec les complémentaires était permanent. Faire passer les actes de stélite du panier maîtrisé au panier reste à charge zéro, c'était mon ambition. Vous avez compris que j'ai pas réussi. Pourquoi j'ai pas réussi? Une broutille, un détail, trois fois rien, 700 millions d'euros. Oh, franchement, pour ça, c'est votre rage. Franchement, des fois, la vie de chien qui a un fil, 700 briques, rien. Et ça, c'était le coût marginal pour les complémentaires du passage simplement de maîtriser en reste à charge zéro. Donc, vous voyez bien que le panier maîtrisé, c'est le parent pauvre du dispositif. Si le président de la République peut se targuer d'avoir réussi sa réforme du 100% santé, la preuve, c'est que la Cour des comptes lui dit, effectivement, pour le dentaire, ça marche. Pour l'audioprothèse, moyen, et pour l'optique, pas du tout. Mais pour le dentaire, ça marche. Nous dit la Cour des comptes. Faut la croire, la Cour des comptes. Quand elle nous tape dessus, on la croit pas. Mais là, quand elle nous dit du bien de nous, on va la croire. Et là, pour le coup, elle nous dit, effectivement, pour le dentaire, vous avez réussi votre coup. Néanmoins, il y a des trous dans la raquette. Et ce trou énorme dans la raquette, c'est le panier maîtrisé, c'est nos stélites. Je dis nos stélites, puisque évidemment,
vous savez aussi, vous, quels sont vos coûts de fabrication et vos coûts de production, et que, évidemment, vos niveaux de facturation. Et on a là un vrai problème que nous n'avons pas su résoudre. Espérons que, vous savez, notre devise, nous, en tant que syndicalistes, il n'est pas utile d'espérer pour entreprendre. Hein. Donc, je vous assure qu'on remettra, là encore une fois, au débat ce sujet-là. Mais l'affaire va être compliquée. Peut-être, Laurent, pour conclure sur ce sujet de la convention dentaire, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers? Écoutez, on peut rappeler quand même que les prothésistes dentaires ne font pas partie de la discussion, même si on en est proche et qu'on peut échanger, nous, entre syndicats, mais qu'on n'est pas directement dans la discussion avec l'assurance maladie. Ce qu'on peut comprendre d'un côté, parce que bien sûr, c'est le prescripteur et le financeur. D'un autre côté, nous, on aimerait bien y être un peu pour dire, c'est quoi nos tarifs de fabrication en France qui doivent être cohérents quand même avec ce que propose la Sécu. C'est pas le cas. Et ça nous embête un petit peu. On continuera à le dire, mais je sais que Pierre-Olivier m'en veut pas. Mais on aimerait bien quand même participer un peu plus. Et puis, c'est vrai, c'est au détriment de la prothèse amovible qui aujourd'hui pourtant a besoin d'être un peu soutenue. Il n'y a pas tout dans la prothèse fixée, il n'y a pas tout dans la plotologie, il n'y a pas tout dans... Il faut qu'on continue à faire ça. Et malheureusement, pour l'instant, elle est mal payée par rapport aux efforts que nous, on doit faire en tant que laboratoire pour cette partie de la prothèse. Donc, on espère quand même que dans la prochaine convention, Pierre-Olivier et les autres pourront essayer d'argumenter encore plus et arriver à faire dépenser quelques millions de plus ou centaines de millions à la sécurité sociale. En tout cas, nous, ce qu'on doit dire, c'est que c'est vrai, tu as raison, si on revient un peu en arrière, on a tous combattu le plafonnement des tarifs des chirurgiens dentistes avec Marisol Touraine. On était inquiet de cela. Et puis finalement, au bout du compte, on doit quand même admettre, et ton prédécesseur Thierry nous le disait souvent, Thierry Soulier, vous allez voir, vous n'allez pas être si malheureux que ça. On ne peut pas dire qu'on est malheureux, mais on ne peut pas dire non plus que ça va très très bien. Nos tarifs, il y a quand même une pression tarifaire de la part de tes confrères, tu le sais, d'une part, de la part du système dans son entier, et qui fait que nous, aujourd'hui, avec tous les investissements, et tu l'as vu ici quand on a visité ensemble ce salon, les prothésistes auraient besoin d'un peu d'air quand même au niveau de leurs tarifs pour essayer d'aller encore plus loin et de faire du travail de qualité pour les patients qu'on fait. Et puis en plus, il y a la problématique de l'importation de prothèses, parce que tout ça, finalement, plus les tarifs sont bas, ils favorisent l'importation de prothèses, parce que les chirurgiens dentistes nous disent, en partie à juste raison, tu as remarqué que je dis en partie, on est mal payé, donc du coup, on doit aller chercher de la prothèse moins chère. Bon, nous, on trouve qu'il y a d'autres arguments, qu'il faut qu'on travaille ensemble là-dessus, mais ça reste pour nous un poids. Cette convention dentaire ne va pas quand même jusqu'au bout pour nous, même si, tu as raison, les labos n'ont jamais eu autant de boulot qu'entre 2017 et cette période, même si là, on voit des frémissements d'inquiétude sur notre activité quand même aujourd'hui. Donc Pierre-Olivier doit prévoir quelques nuits blanches encore pour préparer la prochaine convention, c'est ça que vous... Absolument, oui. Et ça n'attendra pas la prochaine convention, puisque nous avons eu le réflexe, n'est-ce pas, d'introduire dans le texte conventionnel un certain nombre de groupes de travail, et que le groupe de travail sur la prothèse amovible est en bonne et due place dans le programme, vous l'avez bien noté. Néanmoins, c'est pas parce qu'il est dans le programme que c'est une garantie de succès, hein, malheureusement. Vous avez noté que du côté des complémentaires, ça chauffait beaucoup, hein, pour différentes raisons. On est arrivé à une sorte de plafond de verre. Hein. Les Français ont une capacité effectivement de payer des contrats complémentaires, mais au bout du compte, il y a des limites, notamment parce que dans le jeu de l'accord national interprofessionnel qui fait que leur employeur, et vous le savez bien, vous qui êtes employeur dans la salle, vous avez obligation à proposer un contrat socle à vos employés, et néanmoins ce contrat a des capacités évidemment limitées. Les surcomplémentaires éventuellement peuvent venir là-dessus, mais que les capacités contributives des Français en termes d'assurance maladie complémentaire ont trouvé leurs limites. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu une convocation au Sénat la semaine dernière pour expliquer ça. Je vous assure que quand vous expliquez ça à des sénateurs, on en parlait tout à l'heure avec Laurent, il faut faire preuve de pédagogie. Hein. Vous sortez les rames et ça passe vite parce que vous comprenez que vous voyez le vide intersidéral dans les yeux là, et ils comprennent absolument pas
le mode de fonctionnement de... On les salue, on les salue. Mais absolument, mais c'est des gens merveilleux. Hein. Je suis, voilà, par exemple, dans l'eau, il y en a qui comprennent très bien, voire même trop bien. Dorothée, juste pour finir, et avant de passer la parole aux quelques questions, moi je voulais remercier Pierre-Olivier d'avoir précisé que les couronnes zircones sur les molaires, c'est bien 2026, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques représentants des sociétés qu'on a autour de nous qui n'ont pas tout à fait compris qu'ils veulent vendre dès aujourd'hui des stocks de galettes de zircone et des machines au laboratoire. Et je leur dis... Prévoyez le coup, mais ne vous précipitez pas non plus, c'est que 2026 quand même. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps imparti est écoulé. Peut-être y a-t-il des questions dans le public pour réagir à ce qui vient d'être abordé? Des questions pour Pierre-Olivier ou Laurent? Pas de questions, apparemment. Si! Et Robert a une question. Alors Robert, venez. Un micro. Ah bah voilà, on vous remet un micro. Merci. Alors, une petite question, on a déjà un point commun, c'est que sur les réseaux sociaux, on s'est fait insulter par notre ami Patrick. Voilà. Voilà. Ma question est, trouvez-vous normal, une piste d'économie possible, hein, trouvez-vous normal que la sécurité sociale française rembourse les prothèses d'importation? Il y va fort. Je vais faire la réponse que Laurent a entendue parce que il était venu à un groupe de travail en 2018. Il était accompagné de Michel Bastide, hein, je me souviens bien. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'a répondu l'assurance maladie? L'assurance maladie, mais on s'en fout. Allez dire ça à Bercy. Nous, c'est Avenue de Ségur. Confondez pas Bercy et l'Avenue de Ségur. D'accord? Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Parce qu'en réalité, en fait, lorsque on analyse effectivement comment se répartissent les charges d'un cabinet dentaire, si on regarde par exemple quels sont les produits en termes de consommables qui sont fabriqués en France, ça va devenir l'exception. Donc si on partait de cette règle-là, on serait malheureusement assez vite dans une limite économique, voire même de faisabilité. Et j'entends et je soutiens tout à fait l'idée, en même temps moi-même employeur de 2 prothésistes dentaires, dont un est dans la salle d'ailleurs, enfin théoriquement d'ailleurs, s'il n'est pas là, c'est que... non, il est là. Voilà, donc je suis parfaitement au courant des coûts de production et ça c'est quelque chose qui effectivement doit nous permettre de faire valoir d'abord un service de proximité. Vous savez que c'est extrêmement important. Nos amis sénateurs, quelle question ils me posent en premier? C'est vous, responsable syndical, qu'est-ce que vous allez faire pour garantir le maillage territorial des chirurgiens-dentistes? Et on pourrait répondre, pour garantir le maillage territorial des prothésistes dentaires, le service de proximité qui accompagne toute l'équipe dentaire, n'est-ce pas? Et ça, c'est un enjeu absolument majeur qui nous permet de faire valoir une qualité générale, une qualité sécurité, je dirais aussi, de nos soins. Et ça, c'est un argument qui est parfaitement entendable par les politiques. Et c'est donc là-dessus qu'on va faire porter nos efforts, tout en étant bien conscient que l'argument trouve ses limites simplement dans l'organisation du marché. On est, vous le savez bien, dans un marché qui est totalement mondialisé et qu'aujourd'hui, les frontières sont extrêmement perméables, quel que soit je dirais, la nature économique de l'activité, que ce soit un service, un bien matériel, une matière première, tout ce qu'on veut, ou une prothèse dentaire, bien entendu. Merci beaucoup, Robert. Merci. On va passer, pardon, Robert, mais nous sommes un petit peu en retard. Très rapidement. Ça marche. Allez-y, madame. Moi, j'entends bien la mondialisation, mais là, on parle quand même de dispositifs médicaux sur mesure remboursés par la sécurité sociale, par le contribuable français. Moi, j'entends la mondialisation, mais ça, il n'y a pas de logique à ça, en fait. Donc, appuyez-nous. Nous, on se sent... Enfin, moi, en tant que prothésiste, je me sens dans l'océan dentaire, dans une coquille de noix, en fait. On ne se sent pas soutenu par vos syndicats de dentistes. On n'est pas non plus assis aux tables rondes de discussion. Ça, c'est quelque chose qui, nous, les prothésistes, nous révolte quand même pas mal. Et on a beaucoup de doutes par rapport à notre avenir. Et alors, le RAC 0, les 14 milliards, c'est magnifique. Mais en fait, ça n'a fait que croître les labos les plus grands. Et c'est en train de tuer tout le monde, en fait.
et au détriment vraiment de la qualité. Et ça, c'est quelque chose que nous, les prothésistes, nous avons beaucoup de mal à accepter. Et on ne comprend pas vos positions parce on se sent inexistant. Pierre-Olivier, on vous laisse répondre très rapidement. Très On rapide. pourrait peut-être après continuer les échanges. Bien sûr. Alors, très rapidement, effectivement, alors je reprends cet argument qui n'est pas le mien, mais celui de l'assurance maladie. Si on prend simplement, alors le dispositif médical, très bien, le dispositif médical, on sait tout ce que c'est, hein, c'est tout sauf un médicament en gros, hein, d'accord? En tout cas, tout ce qui contribue au diagnostic, au traitement, etc., etc. Mais prenons, je vais sortir de notre domaine et je vais prendre l'usage du médicament. Vous savez que le médicament, c'est un marché encore plus gros que le dispositif médical. Quelle est la part du médicament fabriqué en France? On pourrait dire la même chose. Peut-on se priver aujourd'hui du médicament qui est fabriqué hors de France? Non, il y aurait des morts, on serait la moitié moins dans la salle, parce qu'on dépend tous, nous qui sommes des malades chroniques, aujourd'hui ou en puissance, on dépend tous de produits qui ne sont pas fabriqués en France. Malheureusement, mais attention, hein, je ne suis pas en train de me faire l'avocat du diable, je me fais simplement l'écho d'un argument qui est malheureusement un argument factuel, qui est celui que les ressources économiques françaises ne sont plus aujourd'hui en adéquation avec les besoins tels qu'ils sont exprimés. Mais ça marche, oui. On ne joue pas dans la même catégorie que les industriels pharmaceutiques. Nous sommes des artisans. Nous ne fabriquons pas des volumes à l'échelle d'une industrie pharmaceutique. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas vraiment comparable. Et puis, notre âme d'artisan, c'est pas une industrie avec des cuves de tonnes de matières premières, de poudre. Ça n'a rien à voir, en fait. Nous, on n'a pas la valorisation de notre travail à travers votre discours. J'entends. Et je tiens à préciser que vous avez en face de vous, probablement, enfin, j'espère avoir fait passer le message que vous avez un allié, pas un ennemi. Un allié sur lequel vous pouvez compter, parce que c'est celui qui portera votre voix. Alors, un petit détail quand même. Vous vouliez participer aux négociations conventionnelles. Je ne vous le recommande pas. Je ne vous le recommande pas parce que vous savez ce qui va se passer. Vous savez, il y a un dispositif qui s'appelle en France la LPP, la liste des produits et prestations. D'accord? Vous voulez être sur cette liste des produits et prestations? Vous n'allez pas négocier avec moi ou avec votre client chirurgien dentiste, vous allez négocier avec l'assurance maladie. Et qu'est-ce que va faire l'assurance maladie? Elle va faire comme une centrale d'achat. Vous savez, chez Leclerc, chez Casino, chez Carrefour. Vous avez un gars qui discute avec monsieur Panzani, monsieur Danette et monsieur Cristalline et qui lui dit, moi, pas de problème, je fais tant de volume à l'année, maintenant le prix c'était 100, eh bien l'année prochaine c'est 80, l'année suivante c'est 60. C'est comme ça que ça se passe avec l'assurance maladie et les fournisseurs inscrits sur la LPP. Est-ce que vous voulez ça? Je suis sûr que non. Bon, c'est un sujet très épineux, on l'a compris, mais vous pourrez poursuivre ces échanges à l'issue de cette séance politique. Merci en tout cas d'avoir posé ces questions et répondu sincèrement. On va enchaîner avec notre prochaine thématique. Il s'agit du règlement européen. On va parler notamment de la plateforme Séculab qui vous accompagne dans le respect de ces contraintes réglementaires. Et nous avons le plaisir d'accueillir Pascale Cousin qui nous rejoint, directrice des opérations de Strategical, cabinet de conseil en réglementation. On applaudit Pascal, je vous en prie. Venez prendre place à mes côtés. Bonjour Pascal Cousin. Merci de venir apporter votre éclairage sur ce règlement européen complexe. Peut-être pour commencer, Laurent Munro, où en est-on de ce règlement et quel est l'impact pour la profession? Alors, ce règlement, il fait suite à une directive qu'on connaît bien d'il y a déjà de nombreuses années, on peut le dire, 93. Et ce règlement, il date de 2017 et normalement, je dis normalement, mais je sais que Pascal en dira plus, il s'applique à tous les fabricants de dispositifs médicaux, qu'ils soient sur mesure ou non, dans tous les pays de l'Europe et de la communauté européenne. Normalement, nous devrions, prothésistes, suivre scrupuleusement cette réglementation, puisque c'est une réglementation donc, qui s'applique dans tous les pays, qui n'est pas retraduite dans le droit du pays même. Et tout ce qui est écrit dedans peut être obligatoire. Et d'ailleurs, on le sait, la première chose qu'a fait le gouvernement français, c'est de nous pondre 2 articles de loi sur quelles amendes il y avait quand on ne le respectait pas. Ça, on sait toujours faire. Par contre, ils ne nous aident pas à le mettre en place. Ça, c'est sûr non plus.
Il y a quand même des organismes. On a payé pendant des années, quand même, nous, prothèses dentaires, une taxe ANSM au-dessus d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on la paye plus parce que ça a changé un peu de politique là-dessus. Ça nous servait surtout à alimenter les contrôles qu'on faisait chez nous. Donc, finalement, on est content de ne pas les aider à venir nous contrôler. Mais ça se passe quand même. Pour autant, on estime, nous, à l'UNPPD, que pour démontrer que nous fabriquons de façon réglementaire, si je puis dire, dans de bonnes conditions les prothèses, il nous faut, à minima, respecter cette réglementation et ces exigences essentielles. Et c'est pour ça qu'avec le bureau de l'UNPPD, on a mis en place une application, un manuel qualité qui permet à chaque labo en France de répondre très facilement, je le dis franchement, très facilement à ces exigences. Alors, c'est pas complet, c'est pas un système de gestion de la qualité, c'est pas une ISO 13485, mais au moins, on aurait quelque chose qui prouverait le prothésiste dentaire, il fabrique et il peut prouver qu'il a fabriqué de façon sécuritaire pour le praticien, enfin pour le patient et pour le praticien qui lui commande ces prothèses. Donc pour nous, c'est une chose très importante. On a voulu le faire, on l'a mis en place. Je regrette que pour l'instant, les laboratoires ne s'en emparent pas plus que ça, mais on continuera à les informer. Et je sais que on est français, on est latin, et tant qu'il n'y aura pas 10 labos qui se sont pris une amende de 50 000 €, eh ben, on le fera pas. Donc, on va pas quand même provoquer les sujets, mais on informe tout le monde et on continuera à le faire parce que c'est important. Et je pense que c'est important pour le travail qu'on fait aussi, parce que ça apporte quand même de la sérénité au laboratoire. C'était Clovis d'un laboratoire qui a pris Séculap qui nous le disait hier. On dort mieux parce qu'on se dit, si jamais j'ai quelque chose, au moins, si j'ai un contrôle, mais aussi s'il y a une problématique avec un dispositif que j'ai fabriqué, l'expertise prouvera que nous, on l'a fait correctement et qu'on avait mesuré le risque sur ce dispositif, qu'on a employé les matériaux qu'il fallait et autres. Donc voilà, nous, on est très heureux d'avoir fait ce système-là pour aider, en tout cas, les laboratoires à le mettre en place et à répondre à ces exigences. Pascal Cousin, quel est votre... Oui, Robert, vous vouliez applaudir, mais oui, bien sûr, on peut applaudir. Il parle évidemment de la plateforme Séculap. Quel est votre point de vue sur ce type de plateforme qui donc permet d'éviter tout manquement, hein? Alors, éviter tout manquement, je ne sais pas, mais en tout cas, qui donne des outils qui sont assez indispensables pour mettre en œuvre le règlement. La particularité de ce texte, c'est vrai, c'est 2017, mais les premières négociations, c'est 2008. Donc dire qu'aujourd'hui on connaît pas ce texte, c'est un peu compliqué. On est quand même en 2024, un truc comme ça. Donc ça fait 16 ans que ce texte est disponible pour l'ensemble des opérateurs sur le marché, les premiers drafts. Donc dire qu'on l'a jamais lu et qu'on travaille dans le secteur du dispositif médical, c'est pas trop recevable en fait. Donc là, c'est vrai qu'on est un texte qui est hyper important puisqu'en fait, il permet de réguler toute la chaîne. Ça va du fabricant légal jusqu'à l'utilisateur, puisque même un certain nombre d'utilisateurs, y compris les dentistes, sont visés par ce texte. Donc c'est assez intéressant et assez important. Et aujourd'hui, en fait, ce texte, il a deux grands bras. Il a un premier bras qui s'applique à ce qu'on appelle les opérateurs économiques. Donc, c'est vous, c'est les fabricants, puisque un prothésiste est un fabricant légal au sens de la réglementation. Et donc, vous êtes directement concerné par le texte en tant qu'opérateur économique. Et à ce titre, vous devez mettre en place un certain nombre de choses, à savoir un système de management de la qualité qui est peut-être allégé parce que vous êtes sur des produits sur mesure, mais vous devez le mettre en œuvre. Pour ça, vous avez un super outil. Je dois dire que quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc qui est vraiment intéressant pour des entreprises qui sont de petite taille, de petites structures, et qui leur permet de leur donner un outil assez opérationnel, très pragmatique, qui permet d'aller rapidement sur de la mise en conformité, ou en tout cas qui donne les outils pour le faire. Donc, bravo, chapeau en tout cas aux créateurs. Là, j'avoue que... je précise que nous n'avons pas payé Pascal Cousin. Non, je suis pas payé pour. C'est vrai, je suis juste une experte de la réglementation, mais pas payé pour en tant que tel. Et donc du coup, outil très intéressant. Donc premier bras. Et puis le deuxième bras, c'est la conformité des produits. Et celle-ci, alors je reprendrai un peu vos propos, Laurent, et je me permettrai de le pondérer ou de l'élargir plutôt.
ça s'applique pas qu'aux fabricants français, ça s'applique pas qu'aux fabricants européens, ça s'applique à tous ceux qui mettent sur le marché en Europe. Ce qui est différent, ce qui veut dire que concrètement, qu'on soit fabricant en France, en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Canada, dès lors que le produit, il a une finalité, c'est d'être commercialisé sur le territoire européen et utilisé sur le territoire européen, les opérateurs sont soumis exactement à la même réglementation. Donc après, c'est vrai, les frontières sont ce qu'elles sont, mais pour le coup, le règlement a prévu le coup. Alors même si tout le monde ne l'entend pas de cette manière-là, mais quand on a 2 millions de références produits, dispositifs médicaux sur le marché européen, on comprend aisément qu'une autorité ne peut pas tout contrôler, un par un. Et du coup, ce qu'a mis en place le règlement, et qui est assez intéressant sur le fond, même si sur la pratique, c'est pas forcément facile à déployer, c'est que c'est la responsabilité de chacun. Et le chacun, c'est tous ceux qui font de l'importation, c'est tous ceux qui distribuent, et eux, ils ont un rôle dans le règlement qui n'existait pas avant ce directif, qui est de contrôler. Et c'est leur responsabilité d'effectuer ce contrôle sur la conformité des produits et, le cas échéant, de le déclarer, si jamais il y a une non-conformité. Donc là, en fait, on a un outil qui nous a été donné par le règlement, qui est encore assez peu mis en œuvre parce que la majorité des opérateurs qui sont des distributeurs et des importateurs et un dentiste qui aurait la bonne idée de faire venir un produit directement d'un pays tiers en France pourrait être considéré comme un opérateur dès lors qu'il l'utilise, à bon entendeur, avec toutes les obligations qui s'appliquent. Et donc, le contrôle de la conformité et s'assurer qu'on a un représentant européen sur le territoire européen qui pourrait, le cas échéant, venir reporter des incidents ou quoi que ce soit. Donc, voilà, des obligations qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de donner un niveau supplémentaire de contrôle par rapport à la conformité des produits qui n'existaient pas sous directive. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et du coup, quelque part, la mise en place d'un système de management de la qualité ou de quelque chose qui ressemble aux outils qui vous ont été mis à disposition par l'UNPDD, ça permet vraiment de structurer cette activité et de renforcer les contrôles et la qualité parce que, in fine, on est tous potentiellement des patients. On a tous potentiellement quelque chose en bouche qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on veut tous s'assurer de la qualité et de la sécurité des produits qu'on va recevoir, nous, en tant que patients. Et ça, la réglementation, même si elle est très pénible, même si elle a été renforcée à l'extrême, probablement trop sur certains côtés, elle a quand même un objectif qui est de renforcer la sécurité, la performance et l'efficacité de ces produits-là. Ça a des effets pervers. Et le premier effet pervers, c'est peut-être que vous le voyez tous dans votre activité aujourd'hui, où les dentistes le voient, ce sont les ruptures. Voilà, on voit exploser le nombre de ruptures parce que le niveau d'exigence réglementaire a tellement augmenté que certains fabricants préfèrent aujourd'hui au regard des coûts qui sont à mettre en face de la conformité réglementaire, juste arrêter. Rupture d'approvisionnement. Rupture d'approvisionnement, complètement. C'est un enjeu majeur. Et cet enjeu-là, on va l'avoir au 26 mai 2024, puisqu'au 26 mai 2024, il y a un stop très important qui est donné dans la réglementation. C'est que tous les opérateurs, alors pas des produits sur mesure, mais d'autres produits qui ne sont pas mis en conformité ou n'ont pas pris attache avec un organisme tiers qui est un organisme notifié, ne vont plus avoir le droit de faire de mise sur le marché. Donc le 26 mai 2024, c'est demain. Voilà, attendez-vous à avoir des ruptures de stock qui explosent. Pour revenir rapidement sur cette déclaration de conformité qui est un enjeu primordial, Pierre-Olivier, quel est votre point de vue ? Alors effectivement, le respect de la réglementation s'impose à tous. Vous avez parlé de qualité et sécurité des soins, effectivement. C'est effectivement l'objet de cette réglementation européenne. Elle s'impose à tout à chacun. La déclaration que vous remettez, que vous remettez à votre client chirurgien dentiste, il a obligation de le transmettre à son patient. Cette obligation est vérifiée régulièrement par la DGCCRF, la DG Concon, dans le jargon, et les amendes pleuvent. Alors, elles pleuvent pas au premier jour. Là, vous savez, la météo, c'est petite bruine matinale,
donc avec quelques avertissements, et ensuite ça plombe. Et malheureusement, effectivement, par vagues successives, on voit effectivement... Alors, ça ne concerne pas que la déclaration de conformité, il y a un certain nombre d'exigences liées à la prothèse dentaire, notamment de la fourniture du devis et de sa notice explicative, etc., et d'un ensemble d'éléments qui sont constitutifs du dossier prothétique et qui doivent être transmis aux patients. Et ça, c'est régulièrement vérifié. Bon, je crois que c'est en phase, on va dire, pour rester optimiste, en phase d'adoption par l'ensemble de la profession. Je suis prudent. Et puis, il y a ce sujet problématique, on en parlait tout à l'heure, du cobalt, qui est désormais classé substance cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, et pour lequel on n'a pas vraiment d'alternative, Pierre-Olivier. Bon, effectivement, là-dessus, on doit être parfaitement clair. Alors, j'espère que je ne vais pas fâcher certains fabricants ici, mais tant pis. Non, nous n'avons pas d'alternative crédible au chrome cobalt pour nos plaques basses métalliques. Voilà, que ça soit clair. Le PIC, le PEKK, ce que vous voulez, etc., c'est non, pour différentes raisons. Sur lesquelles je ne reviendrai pas. Le titane, c'est non, pour différentes raisons aussi. Rappelez-vous, juste pour la rigolade, que dans le même article qui classe CMR, le cobalt, vous avez... Mais le même article, c'est même pas séparé par un tiret. Il n'y a même pas un alinéa. Vous avez le dioxyde de titane. C'est pas à vous que je vais apprendre que dioxyde de titane ou oxyde de titane, c'est la même chose chimiquement, n'est-ce pas, est classé, lui aussi, CMR. CMR, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Madame Michu, à qui je pose un stélite, je lui dis, Madame Michu, attention, le produit que je vous mets dans la bouche, j'ai l'obligation de vous dire par étiquetage, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 3 règlements qui s'appliquent. Et il y en a un sur l'étiquetage qui dit, voilà, Madame Michu, le chrome cobalt, il est cancérigène, mutagène et reprotoxique. Alors, Madame Michu, elle ne sait pas de quoi je parle. Le cancérigène, elle comprend. Ou cancérogène, elle comprend. Mutagène, ça ne comprend pas. Et reprotoxique, elle a passé l'âge. Donc, ça ne la concerne pas. Néanmoins, quand on lui dit, attention, ça, avec ça, vous pouvez avoir le cancer. La preuve, c'est que je suis obligé de vous le dire. Alors là, le dialogue devient compliqué, n'est-ce pas? Eh bien, mettez-moi autre chose. Eh bien, non. Non, Madame Michu, je n'ai rien d'autre. C'est ça ou ça, n'est-ce pas? Voilà. Et ça a été très, très difficile à faire admettre par l'ensemble de nos interlocuteurs. Vous savez qu'au début, quand on a pris langue avec Laurent et son équipe sur ce sujet-là, évidemment, nous, on s'est immédiatement tourné vers 2 instances, nos instances européennes, qui ont fait vraiment, ça a été, on en parlait tout à l'heure, qui ont fait les morts pendant 3 ans. Et puis, moi, j'ai immédiatement appelé mon homologue du syndicat des chirurgiens orthopédistes. D'accord? Et dès qu'il est sorti de bloc, il m'a rappelé, il m'a dit, mais pourquoi tu m'emmerdes là? J'en ai rien à faire. Je continuerai à poser mes prothèses de hanche en chrome cobalt aussi longtemps que je voudrais. Parce que, pour eux, il n'y a pas d'alternative non plus. La zircone, ils l'ont abandonné. Le titane, vous savez que c'est pas toutes les indications des prothèses de hanche. Mais dans le poids, tout à l'heure, on parlait du poids économique. Des prothèses de hanche, elles ne sont pas toutes fabriquées en France, malheureusement. On va même dire que c'est l'exception qui est fabriquée en France. Et pour autant, elle est inscrite à la LPP. Ça, c'est un vrai problème. Alors, rapidement, Pascal, rapidement, pour conclure sur ce sujet-là. C'est vrai que, pour le coup, on a des liens qui sont très directs entre la réglementation de dispositifs médicaux et d'autres réglementations que vous connaissez certainement, qu'on appelle le doux-nom REACH, sur les substances dangereuses. Crème cobalt, le cobalt, ok, ça en fait partie, mais il y a plein d'autres produits qui sont autour de nous qui en font partie. Les phtalates, vous avez tous entendu parler, je pense, des EHP. Le bisphénol A, qu'on retrouvait à une époque dans les biberons, dans les seringues, dans plein de choses. Ça en fait partie. Le cobalt, ok, le chrome, le borate, l'oxyde de titane, etc., etc. Donc, on a plein de substances, en fait, qui sont classées sur ces listes de CMR. L'objectif de la réglementation, c'est pas forcément d'empêcher l'utilisation. C'est de prévenir, c'est d'alerter, c'est de dire les choses. On estime que le consommateur, en tout cas le législateur, estime que le consommateur, le patient, a le droit de savoir. Je pense qu'en tant que patient ou utilisateur, on est tous d'accord avec ça. On a besoin de savoir, on a envie de savoir. Après, la difficulté dans le secteur médical, c'est qu'en fait, la quantité de substances qu'on utilise dans nos produits est extrêmement faible par rapport à d'autres industries. Si je prends le cobalt, c'est utilisé régulièrement, le chrome cobalt par exemple, est utilisé très régulièrement dans l'aviation. Ok. Si j'interdis pour l'aviation, ça peut peut-être avoir du sens, peut-être ou pas. Si j'ai utilisé toute petite partie dans un dispositif médical, différent. Et quel est le poids au final d'un industriel du dispositif médical de dire, alors attends, si je prends le phtalate, moi j'utilise un sac de plastique de DEHP par an, alors que je mets la même quantité dans un pare-choc de voiture, dans un seul pare-choc de voiture. Ok, donc du coup,
on a un poids de négociation qui est extrêmement faible au final. Et en fait, le principe, c'est quand même de se dire que si je n'ai pas de solution alternative, je peux l'utiliser. C'est le principe de la réglementation, c'est celui qui est écrit. C'est-à-dire que, par principe, je ne peux pas. Alors, par principe, j'informe. Par principe, je ne peux pas. Mais si je n'ai pas d'autre solution alternative, et dès lors que je suis en capacité de démontrer que je n'ai pas d'autre solution alternative, et que la notion du rapport bénéfice-risque est au final en faveur du bénéfice, ça peut passer. Donc voilà, donc il y a vraiment toute une réflexion à avoir sur ces substances dangereuses. On a dans notre environnement que ça. Si je substitue le bisphénol A par du bisphénol S, eh bien demain, je vais savoir que le bisphénol S, eh bien c'est pareil. Parce que je l'ai utilisé plus, parce que j'ai plus d'études, au final, je détecte exactement les mêmes choses, etc., etc. Donc, il faut être raison gardée, il faut être modéré, et en tout cas, il faut le prendre d'une façon scientifique, en se disant, OK, très bien, j'ai une substance, est-ce que j'ai la possibilité d'obtenir la même utilité avec le même bénéfice pour un patient? Oui, non. Si la réponse est oui, je dois substituer. Si la réponse est non, c'est comment est-ce que je vais faire pour, au final, informer le patient qu'il y a un risque résiduel qui existe. Et ça, je pense qu'on ne peut pas aller vraiment contre. Laurent, on voit que c'est un sujet très complexe. Peut-être pour conclure très rapidement avant de prendre une ou deux questions. Avec, sous le contrôle de Monsieur Dantorum qui est là. Quand Monsieur Dantorum, il vous vend une boîte d'OGM 380 ou 800, il y a un petit truc, Moi, je fais pas de pub, en fait. Un petit numéro CE. C'est un détail, ce numéro CE. Comment il a obtenu ce numéro CE? Il l'a obtenu en faisant valider son produit par un grand organisme notifié. Vous voulez que je vous l'explique en vrai? Je peux prendre une journée entière pour l'expliquer. Sans doute, mais je vais aller très très vite parce que Goran, je me permets, voilà. Goran, ce qui risque de lui arriver, c'est qu'à l'échéance du délai de sursitaire qu'il a obtenu, c'est pas lui qui l'a obtenu, mais c'est, on va dire, la conjoncture qui nous a permis d'obtenir ce petit délai. Il va falloir qu'il fasse recertifier ses produits par ces organismes notifiés. Et l'organisme notifié lui dira, monsieur, votre JM 380, il contient 50% de cobalt. La limite est à 0,1. Je ne vous marque plus. La limite n'est pas à 0,1. La limite d'information est à 0,1% masse-masse, ce qui est un peu différent. Ah Merci beaucoup. On va très rapidement, Laurent. Non, mais moi je veux savoir c'est quoi la vérité alors, parce que dans tout ça, parce que nous, ce qu'on nous dit, c'est vous risquez d'avoir la problématique que les organismes notifiés ne valident pas le CE des produits et que bientôt on ne trouve plus de chrome cobalt. Donc pardon Pascal, vous nous dites non, nous on est très contents. Hein, alors là. Je dis pas non, je dis que dans l'état actuel des textes et des matières premières qui sont disponibles, sous réserve de ne pas pouvoir démontrer qu'il y a de produits équivalents, alors c'est justifiable vis-à-vis des organismes notifiés, sous réserve que la notice d'utilisation, l'analyse de risque, etc. comporte le fait que si le produit contient plus de 0,1% masse-masse de la substance CMR, alors une information soit faite au consommateur. Elle est incollable, hein, Pascal. Ah bon, on fait déjà l'information. Alors, y a-t-il peut-être des questions Pascal, juste une ou deux questions peut-être sur ce sujet avant qu'on enchaîne avec... Et Robert, toujours qui réagit. Je suis désolé, mais je suis obligé de poser des questions. Je suis un pro-européen, hein, je suis parti du bureau de la FEPPD. J'ai quand même quelque chose qui m'embête. On s'impose, nous, les Européens, des tas de réglementations. Moi, je vois mes amis, mes confrères nord-américains, même africains ou asiatiques, et eux, des Nord, ils connaissent pas. Ils nous envoient toute la pollution possible et qu'ils ont, et ça rentre en France, et on a quoi pour lutter contre ça? Alors, c'est un sujet qui est épineux. Maintenant, si vous êtes un industriel et que vous envisagez d'aller, vous, sur le marché chinois, américain, canadien, essayez. C'est compliqué. Parce qu'il y a des règles, pareil, qui sont tout aussi fortes.
en fait, la difficulté, je pense, ce n'est pas tant la réglementation applicable, mais les contrôles qui sont effectués. Parce que la réglementation, elle s'applique à tous. Dès lors que je suis sur un territoire hors Europe et que je veux commercialiser un produit en Europe à des fins d'utilisation en Europe, la réglementation européenne s'applique. Au même titre que si moi, je veux aller commercialiser aux États-Unis ou au Canada, je dois me mettre en conformité avec les réglementations du pays. La difficulté n'est donc pas le niveau de réglementation et ce qui s'applique aux pays étrangers, aux pays tiers, plus exactement, c'est quels moyens de contrôle on se donne pour limiter ces importations. Et ou en tout cas, s'assurer que lorsqu'il y a importation, ces produits respectent la réglementation. Parce qu'on ne peut pas interdire l'importation. Ce qu'on peut faire, c'est s'assurer de la conformité réglementaire. Donc l'importation, comme je l'ai dit, j'ai deux possibilités. Soit je fais un contrôle aux douanes. Ok, 2 millions de références produits. Combien il y a de produits qui circulent? On y va? Ok. Deuxième solution, qui a été prônée par la réglementation et qui a un sens, c'est la responsabilité de celui qui importe de s'assurer de la conformité du produit. Qui importe? Qui importe? Des industriels, qui sont des importateurs, des praticiens, des établissements de santé et des importateurs. Ok? Donc, quand vous regardez aujourd'hui les inspections qui sont réalisées, elles sont réalisées chez qui? Elles sont réalisées chez les importateurs. Certaines. Donc, du coup, voilà, il faut, si chacun, au sein de la chaîne, distributeur, importateur, mandataire européen, puisqu'on doit aussi avoir des représentants. Si je suis fabricant légal hors Europe, je dois avoir un représentant sur le territoire européen qui me représente réglementairement et qui endosse ma responsabilité. Ce mandataire, il a un rôle. C'est s'assurer de la conformité des produits et de reporter près des autorités compétentes. L'importateur, il doit vérifier physiquement les produits. Le distributeur, il doit vérifier physiquement les produits. Si chacun fait son job, on augmentera déjà la sécurité. Merci. Okay. Juste, il y a une étude qui a tendance à démontrer qu'on absorbe plus de cobalt naturel en mangeant de la salade verte qu'avec une prothèse en bouche. Va-t-on interdire la salade? Bonne question de Robert Manière. Bonne question. Je rappelle que le cobalt à faible dose a été démontré dans la prévention du diabète aussi. Hein. Ah oui, ça a des intérêts. Ouais, on en a même en ampoule. Hein. Merci beaucoup, Pascal Cousin, qu'on peut applaudir. Merci, c'est la fin de cette session. Merci, Pascal. On va pouvoir passer à la thématique suivante, qui est un sujet qui vous tient à cœur, Laurent. On va parler de la formation. Une séquence tournée vers l'avenir, donc initiale ou continue. Quels sont les besoins des jeunes, des prothésistes et des labos? On en parle avec Michael Santos, qu'on applaudit. Bonjour Michael, rejoignez-nous. Vous avez déjà fait. Vous êtes rebonjour, on n'arrête pas de se voir aujourd'hui Michael. Vous êtes prothésiste dentaire, enseignant Bac Pro et BTS et tout nouveau responsable du CPES, prothèse complète, muco et implanto-portée. Et vous intervenez également à Formapol, le centre de formation du NPPD. Alors Laurent, peut-être un petit état des lieux pour commencer. Où en est la formation chez les prothésistes dentaires? Bah écoutez, ça dépend depuis quand on se place. Ça a bien évolué. À mon époque, j'ai passé un CAP en 3 ans. Donc depuis, on a un petit peu quand même grandi. Moi, je me rappellerai, pour dire à Pierre-Olivier Donat, que pendant la loi HPST, on nous a reproché, on a dit on va quand même pas donner des responsabilités à des prothésistes qui n'ont qu'un CAP. Donc on s'est dit, bon, bah, faut qu'on travaille pour augmenter le niveau de nos formes. Non, c'est pas toi. Mais il y en a qui s'en sont chargés, tu sais bien. Donc on a travaillé pour ça. Donc aujourd'hui, on a quand même 2 filières de formation initiale. J'insiste bien sur initiale. On a une filière éducation nationale qui est Bac Pro en 2 ans ou 3 ans, BTS pour ceux qui sont titulaires du Bac Pro d'un Bac général, ce qui ne nous convient pas parfaitement, on doit l'avouer, parce que nous, on a établi notre filière avec une progression où on apprend les matières, comment on dit, voilà, technique et tout au départ, et en BTS, on arrive où on apprend plutôt la suite.
c'est pas valable pour nous. Donc souvent, on est obligé de faire une année intermédiaire, de faire passer à des jeunes qui ont un bac général une année intermédiaire, de mise à niveau ou de bac pro en 1 an ou de choses comme ça pour essayer de les emmener vers un BTS. Mais ça fait quand même un fort niveau pour 3 années seulement de formation en prothèse dentaire. Quand on voit la technicité qu'il y a autour de nous, on comprend bien que c'est quand même pas fastoche. Après, on a une filière artisanale, BTM, BTMS, alors qu'on fait évoluer aussi parce que on s'est aperçu qu'il fallait aussi qu'on aille pour plus de numérique. On comprend qu'on était un métier essentiellement de la main. Aujourd'hui, on est en plus de la main et du cerveau, on a besoin des machines et du numérique. Donc, il faut qu'on apprenne tout ça en même temps. Donc, du coup, on a fait évoluer tous ces référentiels, et y compris le BTM, et on les a augmentés de niveau. Donc, ce qui était du niveau bac, BTM, est passé à un niveau supérieur. Il va passer à un niveau supérieur. Et ce qui était du BTM S, c'est-à-dire va passer au niveau licence, en fait. Donc, tout ça, ça augmente le niveau des prothésistes. En plus, on a créé un niveau bachelor, qui est aussi un niveau licence, qui se fait après le BTS, pour essayer de faire des professionnels qui puissent répondre à toutes les formes de prothèses aujourd'hui qu'on leur demande de fabriquer, en y ajoutant du management des équipes, parce qu'il faut bien comprendre que les laboratoires aujourd'hui se concentrent. Donc, on a des équipes qui sont des laboratoires qui ont plus de personnel, où il y a plus de secteurs spécialisés, et on doit apprendre à manager, à diriger l'entreprise. On n'est plus seulement des artisans avec, n'en déplaise à Nathalie tout à l'heure, mais on a besoin aussi d'entreprises plus structurées et de cerveaux qui vont assurer la suite des entreprises et de ceux qui vont devoir satisfaire la fabrication de prothèses dans les années. Donc, on a fait évoluer tout ça. Heureusement, on s'appuie sur des professionnels et je remercie Michael d'être ici. On l'a mis un peu de contribution aujourd'hui. Ne pas. Voilà. Mais honnêtement, on a besoin de professionnels comme lui. Et je dis de professionnels parce que oui, c'est un enseignant, mais c'est aussi un excellent professionnel de très haut niveau qui nous accompagne dans tout ce qu'on doit faire au niveau des référentiels et des choses comme ça pour essayer de faire avancer notre profession et on a besoin de lui. Alors, Michael, avec vous, nous allons voir en détail les enjeux autour de la formation initiale. Tout d'abord, côté éducation nationale, où en est-on ? Ce qu'on a pu observer depuis quelques années, donc on va parler des problèmes, parce que tout ce qui fonctionne, c'est pas la peine d'en parler. Donc, c'est surtout au niveau du recrutement où ça pose problème. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant qu'on est passé à l'ère du numérique, on n'est plus uniquement manuel, on est aussi souris. Et il va falloir qu'on trouve des solutions pour pouvoir un recrutement qui est cohérent par rapport à ce nouveau niveau demandé par les praticiens, par les patients. Donc on a au final des jeunes qui sortent de 3e. Donc c'est cette histoire de recrutement. Donc moi je suis dans un lycée professionnel, donc éducation nationale. Et de plus en plus, l'éducation nationale essaye de faire des lycées de secteur, même pour les lycées pro. Donc, au niveau du recrutement, pour une filière un petit peu exceptionnelle, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui gravitent autour du lycée, qui sont envoyés là, avec une motivation tout aléatoire. Et des fois, ils savent même pas ce qu'ils font. Le CPE m'a dit d'y aller, donc j'y ai été. Et ils ont des points pour passe pro, et on doit les sélectionner. Donc, il y a aussi le système qui fonctionne pas très bien. Et effectivement, on n'est pas entendu dans toutes nos... Je ne vais pas parler de revendications, mais dans notre constat. Et ce recrutement reste problématique. De plus, on voit aussi l'émergence les écoles privées font de moins en moins de bac pro, recrutent plus à BTS. Ils recrutent à BTS avec des bacs, avec des années de prépa. On n'a pas forcément à l'éducation nationale non plus. Donc en fait, on est en concurrence déloyale avec les entreprises ou les écoles privées. Et c'est compliqué après de jouer dans la même cour en fait. Donc la problématique est double. Après effectivement là sur une année par exemple on a eu des jeunes qui venaient d'une école privée qui avait été en prépa et qui ont intégré un BTS et ça s'est très bien passé. Donc le constat fait que cette année de prépa est quand même importante. Donc nous on essaye de l'avoir et c'est vrai que pour des jeunes qui sortent de bac général qu'on a un peu plus appris à apprendre. La transition vers le BTS n'est pas inintéressante et accessible pour certains dès qu'ils ont la motivation et qu'ils ont surtout choisi leur formation. Que ce soit pas
une formation subie, mais bien une formation choisie. Et ça, il y a beaucoup de travail à faire. Au niveau des collèges, par exemple, où ce sera bien qu'ils se renseignent de savoir ce qui se passe dans les lycées professionnels. Et alors, qu'en est-il de la voie dite d'excellence de la Chambre des métiers ? Que ce soit Éducation nationale ou Chambre des métiers, la voie d'excellence reste juste sur le papier, mais en réalité, c'est toujours des jeunes qui sont en difficulté, qui sont récupérés dans ces structures, et il faut faire avec. Donc la voie d'excellence, oui, pour faire bien, mais en réalité, il n'y a pas de voie d'excellence. Ça reste encore cette filière générale qui est privilégiée avec des intellectuels et toujours les filières manuelles, quelles qu'elles soient, toujours un petit peu dénigrées. Alors, selon vous, quelles seraient les pistes d'amélioration peut-être pour la formation initiale ? Comment mieux orienter la formation ? Pour nous, prothésistes, dans l'absolu, donc éducation nationale, entre guillemets, c'est-à-dire que on va réussir parfois notre mission d'intégrer des jeunes dans le système français en faisant des bons citoyens, en mettant sur les rails de l'éducation. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont leur bac pro et qui après font autre chose que de la prothèse. Donc c'est beaucoup de moyens de dépenser pour pas forcément faire des prothésistes. Donc ça, en tant que prothésiste, c'est compliqué. Par contre, en tant qu'enseignant, c'est une réussite dans le sens où ils vont quand même faire une poursuite d'études, que ce soit assistante dentaire, action commerciale, etc. Donc, c'est pas perdu complètement. Donc, on reste dans notre mission. Après, la difficulté de notre métier, c'est effectivement, est-ce qu'il serait pas temps de réfléchir à sortir de l'artisanat, passer au paramédical et démarrer une formation post-bac directement. Donc, ça, c'est des discussions qu'on a assez de manière récurrente et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir y passer. Et peut-être avoir un diplôme prothésiste DE, donc prothésiste d'État. Pierre-Olivier, cette formation des prothésistes dentaires, elle vous impacte forcément et vous vous en préoccupez. Quelles sont les attentes des dentistes par rapport aux prothésistes ? Ah ! Merci Margot. Merci Margot. Donc, quelles sont les attentes les attentes des dentistes par rapport à ces futurs prothésistes? Alors, vous savez, chez les CDF, on promeut un concept, et j'ai plaisir à le dire devant l'assistante dentaire la plus célèbre de France, Marilyn Michel, ici présente. Et c'est vraiment sous son contrôle que je vais vous dire que les CDF ont vraiment à cœur de développer le concept d'équipe dentaire. Et cette équipe dentaire, elle a vocation à s'étendre. Elle est composée de qui? Alors, elle est composée bien sûr du chirurgien-dentiste, de son assistante dentaire, ça tout le monde l'a compris, mais c'est aussi l'aide dentaire, c'est aussi la future assistante dentaire de niveau 2. Et là, j'ai peut-être de bonnes nouvelles sur ce sujet-là. Ça a été un sujet extrêmement complexe et qui semble là aussi, pour des questions de niveau de formation, tout à l'heure, Laurent parlait d'un bachelor qui me semble être de niveau 6, n'est-ce pas? Eh bien, nous, pour l'assistante dentaire de niveau 2, on voulait absolument un niveau 5. Et figurez-vous que ça a été une bataille homérique, j'ose le dire, et qu'il semblerait qu'enfin, on se décide au niveau du ministère. Nous avons eu un arbitrage ministériel au niveau du cabinet de Gabriel Attal qui, effectivement, nous garantit ce niveau 5. Donc, cette équipe dentaire, elle ne s'arrête pas là et elle intègre, j'ose le dire, directement le prothésiste dentaire. Aujourd'hui, même à l'heure du numérique, des échanges à travers le monde de fichiers, n'est-ce pas, etc., il est indispensable que chaque praticien conçoive son traitement en équipe avec son prothésiste. Cet échange permanent et le lien direct qu'il va entretenir à proximité, j'ose le dire aussi, est la garantie de la qualité-sécurité des soins. C'est un petit peu l'enjeu de ce nouveau référentiel où on a intégré un pôle 1, un plan de planification, où on développe les compétences de communication avec les partenaires, donc avec le praticien essentiellement. Laurent, un mot sur ces connexions grandissantes aussi entre les facs dentaires et les laboratoires. Oui, écoutez, on a parlé de ça déjà avec Pierre-Olivier et je trouve que c'est important. Aujourd'hui, on voit se développer des partenariats qui existent entre les facultés de chirurgie dentaire et les écoles de prothèses dentaires, quelles qu'elles soient. J'étais à Toulouse il n'y a pas longtemps où même le laboratoire d'enseignement de la prothèse dentaire est intégré à la faculté de chirurgie dentaire sans qu'il y ait non plus de prise en main par l'équipe des chirurgiens dentistes, mais par contre, il y a des bonnes synergies qui peuvent se faire. Les prothésistes apprenant comment ça se passe avec le dentiste dans sa partie avec le patient, et puis oui, Marilyn, et l'assistante, bien sûr, dans l'équipe.
Et d'un autre côté, le prothésiste, voilà, et le chirurgien dentiste vient voir aussi quelles sont les difficultés du prothésiste pour fabriquer une prothèse. On l'a échangé tout à l'heure avec Marilyn. C'est bien aussi quand tout le monde sait qu'une mauvaise empreinte, ben, des fois, on fait du mauvais boulot, quoi. On a du mal à le dire. Et nous, on a un peu un échange qui est aussi un échange de travail commercial. Des fois, on nous dit, bah non, il faut le faire quand même. Et des fois, nous, on dit, bon, bah, on va faire un truc pas terrible. Donc, c'est bien que les jeunes, ils sachent dès le départ qu'il doit y avoir des ingénieries. Et je suis très heureux qu'on travaille sur ce interprofessionnalisme des professions pour avancer encore plus vers une meilleure connaissance les uns des autres pour pouvoir, à la fin, avoir une véritable équipe. Alors, des équipes qui ne sont pas dans le même. L'assistante, elle est à côté du praticien. Nous, on est un peu en dehors, sauf quelquefois quand il y a des praticiens qui ont leur propre labo. Mais on doit améliorer nos relations, nos échanges et tout ça. Et à un moment donné, on avait pensé que ça allait s'éloigner avec le numérique parce qu'on s'est dit, tiens, ça va être que des échanges de fichiers, de trucs, et puis ça va s'éloigner. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a encore plus de besoins aujourd'hui. Il faut qu'on accélère là-dessus parce qu'on a encore plus besoin d'échanger et d'avoir un bon système d'échange. Donc nous, pour revenir sur l'enseignement des prothèses dentaires, on a intégré ça dans tous les nouveaux référentiels pour essayer qu'il y ait une bonne compréhension. Et vraiment, je pense que dans les années qui viennent, on pourra avoir des échanges encore plus satisfaisants pour le patient en tout cas, parce que notre finalité, qu'on soit dentiste ou prothésiste, c'est quand même la satisfaction du patient. Voilà pour la formation initiale. On va parler rapidement de la formation continue qui est tout aussi importante. Et Formapol propose des formations pour les prothésistes en activité. Tout à fait. Donc à la suite du Covid, là, un mouvement initié par Stevie Pesquier avait été créé pour pouvoir continuer à communiquer entre nous. Et suite à ça, donc le Formapol est né, c'est-à-dire c'était des prothésistes qui voulaient former d'autres prothésistes. Et sous la houlette de l'UNPPD, le Formapol est né. Et du coup, des prothésistes de qualité spécialistes dans leur spécialité sont venus faire de la formation pour un peu mieux cadrer, pour être aussi sous Calliope, pour être dans tout ce qui est formation agréée, pour que les salariés et chefs d'entreprise puissent être remboursés aussi. Parce qu'il y a toujours ce coût de formation qu'il faut prendre en compte. Donc, des différents formateurs sont venus et continuent à venir au niveau du Formapol. Très bien, on a vu un petit peu un éventail de tout ce qui était proposé. Peut-être y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet, ce vaste sujet de la formation. Oui, Laurent, peut-être. Non, juste dire, bon, on essaye aussi d'avancer avec l'UNPPD. Michael l'a dit. C'est le sujet qu'on a pris quand il y a eu cette transformation numérique. On a créé un diplôme d'opérateur CFAO parce qu'on s'est aperçu que quelquefois dans les laboratoires, c'était pas toujours facile de passer le pas. Alors certes, il y a toujours les stages de marque, c'est-à-dire que quand on achète un logiciel, un scanner ou autre chose, le fournisseur vient vous former sur le matériel, mais nous ce qu'on voulait c'est qu'on ait un peu plus une connaissance générique de tout ça et on a fait un certificat de CFAO, d'opérateur CFAO et là on est en train de faire le niveau 2 pour aller encore un peu plus loin parce qu'on s'aperçoit que les besoins encore une fois évoluent vers l'utilisation des machines-outils, les choses comme ça et donc je veux remercier Philippe qui doit être par là, Sirod, je voyais pas. Philippe Sirod, Alain Le Cardonnel qu'on verra tout à l'heure, tous ces gens qui ont travaillé sur ces dispositifs qu'on a mis en place et qui je pense sont de nature à aider les laboratoires à avancer. La formation continue, elle est obligatoire chez les chirurgiens dentistes pour une partie puisqu'il y a le DPC, enfin on va pas détailler parce que ça serait trop long mais elle est obligatoire. Chez nous, il faudrait aussi qu'à un moment donné, on se pose la question de se former régulièrement, de s'approprier les nouvelles techniques, les nouveaux matériaux. Et je pense que ça serait utile aussi que les prothésistes prennent l'habitude quand même de se former plus. Vous savez qu'on a un très faible pourcentage de formation. On paye tous des cotisations en tant que chef d'entreprise pour la formation des prothésistes dentaires. On en utilise à peine la moitié de ce qu'on cotise.
Et donc, on offre le reste à d'autres professions. Donc voilà, c'est un appel que je fais, parce qu'à force, on va nous piquer notre pognon. Voilà, je peux dire comme ça, parce qu'on voit qu'on l'utilise pas. Voilà mon message. Ah bah oui, ce serait dommage. Oui, et ça marche aussi pour nous, Faut juste trouver, les assistantes dentaires. Alors, amis, valoriser les formations, par contre. venez, je vous en prie. La plus connue des assistantes dentaires, j'ai bien compris, la star, la plus célèbre. Bonjour. Non, je te remercie, Laurent, infiniment de ce petit aparté. Avec Michael, on en parlait et franchement, je rejoins totalement ce discours. Faut pas oublier que les cabinets dentaires sont des petites entreprises. Nous cotisons régulièrement pour des formations et il y a énormément, et on en parlait pas plus tard qu'hier ensemble, il y a beaucoup de passerelles entre assistants dentaires et techniciens laboratoires. Alors, il n'est pas rare que des techniciens laboratoires, et c'est pas toi qui vas me mentir, là, franchement, à l'Académie d'art dentaire, on connaît très bien ça aussi. Il n'est pas rare que des assistantes de laboratoire, féminines ou masculins, deviennent ou passent du côté cabinet dentaire à un moment donné. Nous avons beaucoup à échanger sur ce sujet. Absolument. Un prothésiste qui devient assistant dentaire, écoute, ce sont des profils recherchés, et je vous le dis. Il y a 2 sujets sur lesquels j'aimerais que nous nous rejoignions à un moment donné sur table ronde avec, si tu veux bien, Michael, venir. C'est l'emploi des seniors au sein de nos branches professionnelles. Nous n'en avons pas parlé, mais il me semble que ce sont des sujets d'actualité. Il va falloir à un moment donné aussi que nous puissions travailler sur ce sujet. Et bien sûr, la séduction des métiers de l'art dentaire. Alors, Geoffroy, tu sais très bien à quel point je suis très engagée, Farid aussi. Nous manquons de bras. Nous manquons de bras du côté des assistantes dentaires. On manque de profil, ça ne séduit plus. Et je pense qu'aujourd'hui, la technique qui nous entoure peut montrer un visage de la prothèse dentaire qui n'est plus celui du plâtre à l'ancienne. Moi, quand je vois tout ce numérique, je trouve ça passionnant. Michael, tu le sais, on a beaucoup à faire pour faire parler de nos métiers. Je te remercie. La conférence avec le Dr Jérémy Perrin était séductrice parce qu'il a montré le travail en binôme entre chirurgien-dentiste et les prothésistes. Mais les assistantes ont fait partie de ça. Et nous, on a besoin de formation continue pour pouvoir progresser à votre niveau. Et il ne faut pas nous laisser sur le côté. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord sur la mutualisation de nos savoirs, l'échange interprofessionnel et bien sûr les problématiques sur la table, qui soient l'emploi des seniors ou la pénibilité et les maladies professionnelles qui ne peuvent pas être portées par des petites entreprises. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour ce témoignage. C'était utile, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette séquence. Merci à vous tous. Pierre-Olivier, c'était un plaisir, un honneur de vous avoir avec nous pour parler de ces grands enjeux de la filière dentaire qui vous concernent tous.